Bonjour à tous. Donc, pour me présenter, je suis Constant Marcelot. Je suis le responsable de marché Serma Technologique de la région Grand-Ouest. Et donc, mes collègues vont vous présenter nos travaux sur les caractérisations de composants de puissance, d'ensemble de puissance. Mais avant tout, je voulais vous présenter ce que l'on faisait chez Serma. En bref, le groupe Serma est un groupe d'industriels dans l'électronique. Et donc, des innovations électroniques sur différentes formes. Déjà, nous savons concevoir de la microélectronique, c'est-à-dire des ASIC, c'est-à-dire assembler des puces sur des boîtiers, des packaging particuliers. L'ingénierie des systèmes embarqués, nous sommes aussi concepteurs en électronique. Nous pouvons concevoir de l'électronique sur spec, les vraiment sous-traitants. Une partie safety et cybersécurité des systèmes électroniques, et j'aurai la chance d'avoir une agence sur Angers, représentée par Marina, qui se trouve à droite. Donc, si vous avez des sujets safety, n'hésitez pas pendant la pause. L'énergie qui va regrouper toutes les entités de Serma qui travaillent sur l'électromobilité. C'est des tests sur les cellules modules fac batterie, c'est toutes les trucs de puissance qui se trouvent entre les batteries et le moteur électrique, et nous allons caractériser aussi les moteurs. Et la technologie électronique des matériaux, donc nous sommes les technologues du groupe qui vous va apporter justement toutes les données de fiabilité sur les systèmes. Alors, je ne suis pas eu cette règle. Voilà. Donc, avant tout, un certain nombre d'entre vous connaissez Serma Technologies. Ce sont des gens qui font des analyses de composants, de défaillances. Mais on ne fait pas que ça. On souhaite, avant tout, apporter du support, un accompagnement aux industriels dans le domaine de la fiabilité. Ça va, je crois. Sur un des arrêts, je vais passer. Dans le domaine de la fiabilité, en prenant en compte le profil de vie de l'équipement, c'est important. Un équipement automobile ou un équipement aéronautique, c'est deux choses différentes. Et grâce à cela, on va définir des définitions de plan d'essai, de fiabilité, de robustesse, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait dès en amont du cycle en V. Néanmoins, certains clients nous appellent au secours pour tout ce qui est défaillance. Et là, nous intervenons pour rechercher la cause racine de défaillance et essayer aussi de vous accompagner dans la résolution du problème grâce à une maîtrise des procédés, des process, suivi de fournisseurs, aussi bien composant carte, batterie, harnais, des qualifications de process, de brasure, etc. Mais en amont, on doit aussi vous accompagner dans l'industrialisation, c'est-à-dire dans tout ce qui est transfert de production, DFT, DFM, vous connaissez, surtout les gens qui font les EMS. Et ça serait dommage également de concevoir un produit électronique sans veiller à l'obsolescence et se rendre compte que le composant est obsolète lorsque on arrive à la série, etc. Donc pour vous accompagner, c'est plus de 30 experts, c'est des laboratoires d'analyse physique et de caractérisation électrique, c'est s'adapter à chaque projet. Chacun de vous a des besoins différents. Vous êtes de plus petite taille, plus grande taille, avec des gens qui connaissent la techno ou pas du tout. On a une utilité de clients, ça peut être des utilisateurs, ça peut être des concepteurs, ça peut être des EMS, etc. Et ceci pour composants au système. Voilà, je m'arrête là, je vais essayer de parler avec mes collègues qui auront des choses plus intéressantes que moi à dire. Ok, donc Pierre-Emmanuel Blanc, moi dans tout ce qui est constant, moi je m'occupe de la partie testing et notamment des composants de puissance. Du coup, le SIC m'intéresse particulièrement. La première étape, en fait, c'était déjà de faire un petit peu un état des lieux, des méthodes, des normes, des guides qui peut exister depuis longtemps ou pas. Donc quand on regarde un petit peu, donc on voit avec le Ségur,
qui traite des discrets, des passifs. Différentes IEC qui vont traiter des caractérisations, de live test, de mécanique. Et les JDEC. Les JDEC aujourd'hui, elles aident aussi beaucoup dans des nouvelles méthodes plus adaptées et nécessaires pour le composant SIC, notamment. Et au milieu de tout ça, on a la QG qui finalement reprend un petit peu toutes ces normes. C'est plus un guide qui est encore en train d'évoluer. D'ailleurs, il y aura une release normalement ce mois-ci, et qui va traiter un petit peu plus des modules et donner quelques indications supplémentaires. La méthode, en gros, pour global, pour essayer de fiabiliser, on va dire, ou de vérifier une durée de vie ou un choix de composants par rapport à des essais dans le temps, ça commencera toujours par une connaissance un peu approfondie. Donc ça va dépendre aussi si on connaît parfaitement le composant ou si on ne le connaît pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, on va faire une caractérisation et une analyse physique. Ensuite, on va venir choisir des essais d'endurance, des essais environnementaux, tous ou pas, parmi lesquels on voit des essais de choc thermique, choc mécanique, vibration, power cycling, des essais de stockage, des essais d'endurance polarisés en inverse et en plan de la température, de l'humidité, sur la gate ou pas. Et au niveau des composants SIC, on va venir voir un mélange un peu de tout ça, mais avec un côté dynamique. On va venir faire du switching. Et enfin, on refait une caractérisation, on voit comment tous les paramètres ont bougé. On va venir aussi faire des analyses physiques, comparer un petit peu tout ça. Encore une fois, cette approche-là, elle part du principe qu'on connaît quand même le composant et on considère que la robustesse avérée. Évidemment, c'est des étapes qui sont à faire au préalable. Parmi la caractérisation électrique, on peut utiliser différents moyens. On a un traceur de courbe qu'on voit en haut à droite, un banc de mesure de paramètres dynamiques en bas à droite. Et avec tous ces moyens, on va venir faire des courbes I2V sur la gate, sur la body gueule si besoin, en direct, en bloqué. On va venir mesurer les fuites, le VBR, un aspect aussi thermique au niveau de la RTH. Et dans le cas des modules, notamment une mesure d'inductance sérieux. Pour l'analyse physique, donc on a du SAM, du MEM, on va faire surtout de l'inspection, mais de l'inspection visuelle, RX, vérifier les dénominations, vérifier si les modules tiennent toujours. C'est toutes des choses comme ça qui vont permettre de voir comment les essais qu'on a menés ont une influence physique sur les différents composants. Donc là, je vais prendre un petit peu et détailler un petit peu plus précisément les différents essais d'endurance connus. Donc on a les stockages à chaud, à froid. Donc pourquoi on veut venir vérifier les matériaux. C'est des essais qu'on peut mener sur des discrets, mais surtout sur des modules, et notamment si on est sur des modules qu'on ne connaît pas. On a des essais, les normes, les méthodes, les guides donnent souvent des durées, 1000 heures. On part d'un principe qu'on n'a pas de défaut sur ces 1000 heures. Maintenant, si on est en mode fiabilité, on va aller jusqu'à la défaillance. Donc, quand on voit des nombres d'heures, ça ne veut pas forcément dire qu'on a résolu tout notre travail. Avec des températures en général liées à l'utilisation et un peu au-delà. On va chercher systématiquement à utiliser les températures liées les max des datasheets. Le cycle ou le choc thermique, donc ça le choix il est directement dicté par la constante de temps de l'équipement qu'on vise.
un équipement qui a une grande inertie thermique, donc ça n'a aucun sens de faire du choc thermique. Et pareil, on va venir balayer, on va aller chercher les températures de jonction virtuelle minimax. Là, on commence sur les essais de live test polarisés. Donc, on a les HTGB, RB et HTRB. Bon, c'est 3 fois la même philosophie. On cherche à chauffer le composant et à monter du H3TRB de rajouter de l'humidité. On polarise, on mesure les courants de fuite tout au long de l'essai. On vérifie qu'il n'y ait pas d'embellement thermique. Et on va venir ensuite vérifier en fin de test, déjà si on observe des drifts, si on a de la corrosion, donc il y a de l'humidité. Tout ça, ce sont des essais qui sont définis dans les normes et qu'on vient tuner finalement en fonction de l'objectif qu'on a de fiabilité finalement. Donc juste une slide sur le cycle et pourquoi il y a des nouveaux essais. On est sur des composants qui ont une rigidité plus importante, des composants plus petits, plus fins, donc des effets au niveau stress thermoélectrique, mécanique, d'autant plus important à vérifier. Ouais. On a des matériaux de type de vie différents, avec des phénomènes de piégeage qui apparaissent, qui sont plus fréquents. Et surtout, des modes de fonctionnement en DVDT beaucoup plus importants. Et tout ça fait qu'à la fin, les essais de live test connus, finalement, HTRB, HPGB et autres, ne sont pas forcément suffisants. Et notamment pour bien connaître ces composants. En ce qui concerne les DDS, là en fait, c'est un essai qui vise à bien connaître le composant. Donc, il faut savoir que cet essai-là, le résultat de cet essai-là n'est jamais donné dans le data sheet. On ne pourra pas le savoir à l'avance. Donc il faut pouvoir faire l'essai, ou en tout cas une fraction de cet essai-là. Donc l'objectif, en fait, faire switcher la gate à une vitesse donnée. En général, on donne entre 0,3 et 1 volt. Bon, on fait ce qu'on peut aussi par rapport à ce qu'on a. Dans le cadre d'un module, 1 volt par nanoseconde, c'est pas forcément aussi simple que ça à appliquer. On switch une fréquence de découpage 50 kg plus, c'est quelque chose de relativement utilisé dans le fonctionnement des onduleurs aujourd'hui. Et on vient vérifier, faire des readouts en fait tout au long de l'essai par une mesure donc, de GTH. Là on voit sur le graphe du bas, on a 5 références de composants qui sont soumis au même essai au même moment. Alors, j'ai pas un composant, il y a plusieurs composants et c'est une moyenne de ces composants qui donnent la courbe et dont on voit que suivant les références, on n'a pas forcément les mêmes shifts. Et ça, c'est important de le savoir quand on a ces composants. Actuellement, c'est un moyen dont on dispose, qu'on est en train de développer chez nous. Autant les bandes de la test traditionnelle, on en dispose. Pour celui-là, et pour les deux autres qu'on va voir après, c'est un moyen qu'on est en train de développer et qui produira des résultats cette année dans le cadre de projets de AD qui sont cités sur la planche. Pour le DRB, donc là c'est un peu le même phénomène, on fait du switching, mais pas sur la gate, sur les dernières sources. On a plusieurs schémas possibles, soit on utilise un bras de pont et on switch l'un puis l'autre, soit l'autre schéma. Globalement, on va venir essayer de vérifier un petit peu les mêmes choses, toujours cette dérive de VTH. À savoir aussi, les deux essais que je viens d'énoncer, aujourd'hui ne donnent pas il n'y a pas eu d'études suffisamment poussées, en tout cas publiées, qui permet d'avoir un modèle d'accélération en fait. On ne sait pas. On ne sait pas encore
Je sais que c'est des essais qui sont intéressants, mais on n'a pas encore, voilà, il y a encore de quoi faire. Et le dernier, donc dynamique H3TRB, bon, finalement c'est une combinaison. On fait la même chose que le DRB, on rajoute de l'humidité. Et à nouveau, on vient vérifier les mêmes choses. La grosse différence, c'est qu'on va s'attendre aussi à de la corrosion et probablement des risques de craquage. Le dernier essai, sur lequel on a choisi nous de se focaliser un peu plus dans la présentation, c'est le Dwarf Cycling. C'est un essai qui est particulièrement important déjà en silicium et finalement au moins aussi important dans le cycle. Et on va vous présenter un peu comment on l'aborde. Merci. Donc effectivement, parmi toute la batterie d'essais, il y a celui-là on fait un petit focus dessus parce qu'il y a une méthodologie qui existe qu'on a développée aussi et qu'on a mise en pratique sur différentes applications. Donc là, on va mettre en avant celui-là. C'était un IGBT, donc c'était du silicium, pas du SiC. Et les objectifs sur cet exemple-là, c'était de modéliser expérimentalement donc la durée de vie du composant, donc le nombre de cycles à défaillance en fonction des différents delta T qu'on pouvait mettre dessus. Et donc de regarder les mécanismes de défaillance qui étaient associés à tout ça. Donc en plusieurs phases, c'est finalement un petit peu toujours la même chose. Il faut connaître ce qu'il y a au début, donc analyse physique, caractérisation électrique, on en a parlé. Caractérisation thermique, donc avec la méthode de Trister, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous la présenter un petit peu aussi. Et définir les conditions d'essai parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. On a vu aussi ce que dit Apprendre tout à l'heure, c'est qu'il faut faire des essais adaptés aux conditions des développements, donc il faut souvent aller plus vite que ce qu'on pouvait faire par le passé. Et ensuite, donc, faire des essais de power cycling, donc, je vais vous montrer aussi qu'on les fait de manière assez succincte aussi, ça dure plus longtemps que ça, et la détection des défaillances avec la caractérisation a posteriori, les distributions qu'on peut faire une analyse de tout ça, et puis finalement ressortir un modèle de défaillance. Donc là, ça illustre un petit peu donc, ce que vous avez vu tout à l'heure, la partie technique. Donc, même chose, on refait. Donc là, on peut faire de la microsection, on peut faire de l'acoustique, parce qu'on a le temps et la possibilité de le faire, on n'est pas sur une ligne d'assemblage, donc on peut faire ça. Donc une image de SAM là, sur la droite. Ça, c'est la. Ouais, ici, microscopie acoustique, microscopie électronique à balayage. Et on vérifie tous les assemblages et on essaie de se focuser sur les points qui semblent un peu plus sensibles et sur lesquels il va falloir travailler, peut-être focaliser l'essai qu'on va définir par la suite, avec une microsection aussi éventuellement. Donc le power cycling aussi, avant de le lancer, mais il faut trouver les paramètres qui vont influer sur le cyclage. Donc et ça c'est souvent quelque chose qui est un peu compliqué à définir, c'est trouver le paramètre thermosensible, parce qu'il va falloir trouver un paramètre électrique qu'on va pouvoir suivre, qui va pouvoir nous dire quelle est la température au niveau du module. Et donc on va venir le faire vieillir grâce à ce qu'on aura déterminé comme ça. Donc ça c'est des essais qu'il faut mettre en place avant de lancer le power cycling pour déterminer l'évolution qu'on va pouvoir suivre de manière électrique en fonction de la température qui sera au cœur du composant. Donc encore une fois, c'est des bons tests à développer pour ça. La partie Trister, donc là c'est la caractérisation thermique, donc même chose, c'est une caractérisation à partir de données électriques, donc on essaie de trouver la température en fonction du temps. Des données réelles, c'est-à-dire qu'on a fait une microsection avant aussi, on a fait une analyse des matériaux, comme ça on sait les matériaux qui sont en présence, et on peut recréer un modèle à base de résistance thermique et de capacité thermique, qui va nous donner finalement un modèle de somme des capacités thermiques par rapport à la somme des résistances thermiques. Et à partir de ce modèle-là, on va avoir une courbe qui va être scalée à T0, et quand on va faire la même courbe sur un composant de PLTI, il va y avoir des drifts. Et les drifts qu'on va pouvoir observer, ça va correspondre à un élément dans le composant, et c'est ça qu'on va essayer de traquer par la suite. Donc, mais pour ça, comme quand on fait toujours des analyses, on fait un plan d'expérience. Donc on a choisi de faire du power cycling en seconde par rapport à ce qui était défini donc, dans la QG 324, avec des TO fixes et deux courants pour faire des delta T différents, donc avec un qu'on a choisi à 75 degrés, un qu'on a choisi à 100 degrés,
Donc là encore, il faut faire au moins 2 delta T, parce que sinon on va avoir du mal à faire un modèle, c'est vraiment minimum. Et il faut les faire aussi grands que possible pour pouvoir accélérer au maximum les essais, parce que sinon les essais ça peut durer plusieurs mois facilement. Il y a un compromis à trouver aussi, parce qu'il ne faut pas accélérer trop non plus. Il y en a qui prennent l'exemple de quand un œuf qu'on vient faire accélérer en chauffant dans de l'eau bouillante, ça va faire un œuf dur au lieu d'un poussin. Donc c'est un peu le même principe, il faut regarder ce qu'on va venir faire comme accélération, il ne faut pas trop accélérer non plus. Et il faut un minimum d'échantillons. Donc pour Electronics, on a l'habitude si vous avez l'habitude en automobile avec la ECQ par exemple, on peut avoir des échantillons de 70 ou 77 composants. Là, en électronique de puissance, c'est difficile de faire plus que quelques unités de composants, parce que sinon, ça va faire des essais beaucoup trop complexes à réaliser. Donc, mais par exemple, 6 composants, c'est quelque chose qui est régulièrement retrouvé aussi pour faire un minimum de statistiques et pour pouvoir faire des courbes type Webbook, comme je vais vous montrer juste après. Et des critères de défaillance, donc là aussi, il y en a qui sont admis depuis plusieurs années, qui n'étaient pas forcément écrits, qui sont maintenant écrits dans la UG 324, qui est un guideline, c'est pas une norme, mais c'est quelque chose qui est accepté pour beaucoup et qui nous sert aussi au quotidien pour les essais. Donc ensuite, c'est la réalisation du power cycling en lui-même. Donc comment ça se passe? On va venir faire passer du courant dans les modules. Donc là, il y a les modules, et comme on vous disait, il va falloir gagner du temps aussi. Donc on a créé des bandes de tests chez nous pour pouvoir faire des bandes de tests multivoies. Donc ça, c'est dans l'équipe de Pierre Manuel. Et donc on a fait ces bandes de tests-là qui permettent de faire le minimum, c'est-à-dire faire passer du courant quand on veut avec des temps on et des temps off maîtrisés, et pouvoir contrôler les choses qui sont à minimum le VCE et la RTH sur le composant, et vérifier les dérives. Et donc avec des critères qu'on s'est fixés à 5% et 20%. Donc là on a un bord de test qui faisait 12 voies en même temps pour le cyclage, qui nous a permis de gagner beaucoup de temps au lieu de faire ça en séquentiel. Donc là, on avance dans les phases, donc on arrive sur la phase un peu finale où on arrive à faire des premières analyses de Trister. Donc comme je vous ai montré, on regarde les dérives, et qu'est-ce qu'on retrouve ici en Trister, c'est que directement on voit qu'il y a une dérive à ce niveau-là qui est une signature électrique de ce qui se passe au niveau du die attach. Donc on voit qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et on va aller plus loin dans l'analyse. Donc l'autre analyse qu'on fait, c'est un modèle de Weibull. Donc à partir des essais qu'on a pu faire, donc ça c'est pour un delta T de 75 degrés, ça c'est un delta T de 100 degrés qu'on a réalisé. Donc on va tracer ça sur la graphe Weibull, on va trouver des facteurs de forme et le nombre de cycles à défaillance. Donc le ANC c'est le nombre de cycles à 63% de défaillance. On confirme bien qu'il y a un phénomène de fin de vie, donc parce qu'on a un bêta qui est très, très élevé, de 4 ou de 7. Donc déjà on voit qu'il y a pas le même bêta. On confirme que pour un delta T plus important, mais on va arriver plus vite à défaillance. Donc ça c'était logique, mais c'est confirmé aussi. Mais par contre, comme je vous disais, donc on a 2 bêtas différents, donc il va falloir aller encore plus loin pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc on va faire, comme on l'a fait à T0, on fait des essais d'ouverture de l'optique externe, ouverture, rayon X, c'est ça, donc microscopie acoustique, microscopie électronique, des hypothèses de microsection, et on va voir qu'en fonction des composants, on va avoir des signatures différentes sur l'acoustique, confirmées par des microsections, et en fait on va voir qu'on va avoir des mécanismes de différence qui sont un petit peu différents, ou en tout cas, en l'illustrant ici, je vais un petit peu vite les donner pour essayer de ne pas trop perdre de ça. Donc en microscopie, donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de ces images-là, c'est de la microscopie électronique à balayage. Et donc on voit que en fait pour parce que sur ces deux-là, on a trouvé les mécanismes de défaillance équivalents, donc qui sont des cracks dans les brasures. Par contre, pour le delta T de 75 degrés, on a trouvé uniquement sur ces delta T-là des levées de fil de bonding. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour la suite, parce que on va se servir des résultats finalement par rapport à l'application aussi. Donc on a parlé des connaissances des profils de mission aussi, c'est hyper important pour définir les essais et pour l'interprétation aussi des essais.
parce que par rapport à ça, on a choisi après des voies d'accélération pour pouvoir tracer ça. Donc, là, je vous résume en quelques slides vraiment tout ce qu'on a pu faire. Donc, il y a quelques raccourcis qui sont faits, mais si vous voulez, on peut en discuter aussi. Et donc, on peut tracer à partir des points d'essai, différents essais qu'on a pu faire, on peut tracer ce genre-là de courbe. Donc, c'est la load cycle capability, où on va pouvoir trouver qu'avec un intervalle, un pourcentage de confiance par rapport à la défaillance qu'on va vouloir traquer, on va pouvoir retrouver donc, le nombre de cycles à défaillance par rapport à des delta T différents. Et à partir de ça, on va pouvoir montrer une fiabilité parce qu'on va analyser ça par rapport au profil de mission qu'on va pouvoir trouver, enfin qu'on va pouvoir analyser, et donc retrouver une fiabilité avec par exemple la log mineur, je ne sais pas si vous la connaissez, qui permet de dire que entre ce qu'est capable de faire le module par rapport à ces essais-là, par rapport à ce qu'il va voir dans la réalité, donc c'est ce que va donner le profil de mission, on va pouvoir démontrer une fiabilité à partir de ça. En conclusion, on voit sur les différents sujets, il y a vraiment une approche pluridisciplinaire qui est importante sur tous les sujets. C'est comme ça qu'on conçoit la fiabilité chez nous. Hein. Donc des créations de bandes de tests pour des nouvelles applications, on l'a vu pour le SIC, et on l'a vu pour d'autres applications aussi. Donc il y a des applications GAN aussi qui méritent ces bandes de tests-là. Donc il faut qu'ils soient nouveaux, et puis après il faut les faire évoluer parce qu'en permanence il y a des niveaux de tension qui changent, il y a des choses dont on s'aperçoit aussi au fur et à mesure. Les nouveaux essais donc, de live test spécifiques aussi, qui est la même chose pour le GAN, l'isolateur gallium, on a aussi des choses sur le sol là-dessus. Les caractérisations électriques, thermiques, donc c'est primordial aussi, donc la connaissance de la techno et cette caractérisation-là. Les analyses physiques, donc ça c'est ce qui permet de corréler aussi les informations. On croit beaucoup à tout ce qui est physique of failure. Et donc, fiabilité à démontrer en fonction des profils d'émission, parce que là aussi, on peut faire tout n'importe quoi, et beaucoup de choses, mais il faut toujours corréler ça avec les profils d'émission. Donc voilà, juste pour terminer, on fait un petit webinaire aussi, parce que là, on a parlé plutôt composants, mais on peut étendre ça à tout ce qui est convertisseur de puissance. Donc, on fait un petit webinaire aussi le début juin. Il y a une formation aussi, on a parlé de la formation des personnes aussi, c'est important de voir ça aussi. Donc, on a une formation aussi à l'intérieur chez nous. Et puis plusieurs experts, donc n'hésitez pas à nous consulter pour ces applications.